Dans Parlons-en, aujourd'hui, cette question, après presque 6 mois de guerre à Gaza, ce conflit peut-il prendre des proportions plus grandes encore ? La frappe de lundi à Damas contre le consulat iranien, frappe imputée à Israël, repose cette question qui revient régulièrement depuis le 7 octobre. Et avec elle, celle des intentions, des priorités des acteurs de la région, de l'Iran au Hezbollah, en passant par les Houthis du Yémen. Qui a intérêt à l'escalade ? Qui la contient et pourquoi ? Le grand reporter du Monde, Christophe Ayad, est mon invité. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Pour commencer cette discussion, prenons tout de suite la direction de Jérusalem. Retrouver notre correspondant Stéphane Amar. Bonjour Stéphane. Toujours beaucoup de questions au surlendemain du raid imputé à Israël sur le consulat iranien de Damas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni hier en urgence à New York. La Russie accuse Benyamin Netanyahou de vouloir, je cite, alimenter le conflit. Est-ce que le Premier ministre israélien veut pousser l'Iran et son allié, le Hezbollah libanais, à l'escalade ? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que d'ici, les opérations qui sont menées en Iran sont saluées par la majorité de l'opinion. Je me suis rendu également à la frontière, qui est quasiment désertée. Tout le nord d'Israël, on parle de 80 000 à 100 000 personnes qui auraient quitté leur domicile pour aller plus au sud. Et bien dans ce nord, on est encore plus déterminé à l'escalade, justement, c'est-à-dire à faire reculer le Hezbollah, qui, vous le savez, en violation d'une résolution de l'ONU, s'est rapproché de la frontière israélienne. Et l'objectif d'Israël, c'est de le faire reculer au moins au-delà du fleuve Litani, c'est-à-dire à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec Israël. Mais si tel n'est pas le cas, eh bien oui, les Israéliens semblent déterminés à l'escalade, semblent déterminés à multiplier les frappes contre le Hezbollah et donc indirectement contre l'Iran qui soutient cette milice chiite, et à intensifier donc cette campagne de bombardement, voire même à une opération terrestre de grande ampleur. Les officiels de Tsahal expliquent régulièrement que l'expérience qu'ils sont en train d'acquérir à Gaza, notamment contre ces fameux tunnels qui ont été creusés sous la bande de Gaza, eh bien, pourrait servir contre le Hezbollah, puisque le Hezbollah également a creusé de très nombreux tunnels à la frontière entre le Liban et Israël. Stéphane Amara à Jérusalem, merci beaucoup Stéphane. Bonjour Christophe Ayad. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes grand reporter au Monde et vous publiez cette passionnante géopolitique du Hezbollah qui vient de sortir aux presses universitaires de France. Livre dans lequel vous décryptez en détail les motivations stratégiques et idéologiques de ce mouvement chiite devenu, dites-vous, l'acteur non étatique le plus armé du monde. Avec cette frappe à Damas en début de semaine, c'est le grand frère iranien qui a été touché. On vient d'en parler avec Stéphane Amar à Jérusalem. Hassan Nasrallah, écrivez-vous, a entre ses mains le feu qui peut convertir la guerre à Gaza en conflit régional. D'abord, pourquoi écrivez-vous ça ? Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas craqué l'allumette jusqu'ici ? Alors, lui seul a la réponse exacte, mais disons que on a compris assez vite, après le 7 octobre, que le Hezbollah faisait preuve de solidarité avec le Hamas, mais qu'il n'avait pas envie de se sacrifier pour le Hamas. Parce que le Hezbollah a des objectifs bien plus importants. En tout cas, un timing qui n'est pas le même. Et ces objectifs sont les mêmes que ceux de la République islamique d'Iran. Donc, le Hezbollah a jugé que cette guerre est arrivée trop tôt. Trop tôt pour le Liban, qui n'est pas en état de supporter une guerre totale avec Israël aujourd'hui. Trop tôt pour l'Iran, qui n'a pas encore la bombe atomique. On va détailler effectivement ces agendas, à la fois ceux de l'Iran, ceux du Hezbollah. Il y a les raids israéliens contre le Hezbollah de plus en plus en profondeur au Liban. Il y a ces roquettes qui visent le nord d'Israël. Effectivement, pour l'instant, le Hezbollah n'a pas intérêt à cette escalade, notamment parce qu'il n'y a pas de consensus au Liban pour aller plus loin, plus fort. Non, les Libanais n'ont pas envie d'une guerre. Alors, il y a les supporters du Hezbollah
pousse ou bien serait prêt à supporter une guerre, mais le pays est en bien plus mauvais état qu'en 2006. Ses finances sont catastrophiques. 2006, la précédente voilà, la confrontation. précédente confrontation entre Israël et le Hezbollah. Là, le pays ne résisterait pas à un nouveau conflit. Hassan Nasrallah, qui a mis d'ailleurs 3 semaines à réagir après le 7 octobre, après les attaques, alors que sa parole était très attendue, l'avait dit d'ailleurs au tout début du mois de novembre. En réalité, n'attendez pas de nous qu'on aille plus loin. Et l'une des explications qu'il avait données à ce moment-là, c'est que le Hezbollah était déjà en guerre contre Israël. Oui, alors c'était un peu une sorte de pirouette rhétorique qui était de dire n'attendez pas de nous la guerre puisqu'on est déjà en guerre. Et son autre grand argument, c'est Israël a déjà perdu à Gaza. Israël a perdu face au Hamas et c'est pour ça que l'Iran et le Hezbollah souhaiteraient que Israël reste seul face à face avec le Hamas parce que finalement Netanyahou n'a pas remporté de victoire probante face au Hamas. Il n'a pas tué ses dirigeants, il n'a pas libéré les otages, il réapparaît aujourd'hui des éléments du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Donc d'une certaine manière, c'est laisser Netanyahou face à son échec. Netanyahou, lui, il est dans une autre stratégie, comme l'a très bien dit votre correspondant, qui consiste à pousser son avantage au maximum face à un acteur qui se retient, donc multiplier des sortes de coups de force, des provocations, en Syrie, au Liban, en sachant que le Hezbollah et l'Iran se retiendront. Le problème, et puis en sachant aussi parce qu'ils bénéficient du parapluie américain en cas de guerre régionale. Mais le problème dans toutes ces histoires, c'est de faire des mauvais calculs sur ce que pense l'autre. Et donc, peut-être qu'à un moment, l'Iran va estimer que pour le maintien de sa crédibilité, le Hezbollah va estimer que pour le maintien de ce qu'il estimait de sa dissuasion vis-à-vis d'Israël, il va falloir taper plus fort. Et donc là, ça engagera Israël dans une logique d'escalade supplémentaire. Quant aux Américains, comment faire comprendre à Netanyahou qu'ils ne veulent pas aujourd'hui d'un conflit régional ? Alors, ils ont beau lui dire, mais il en fait qu'à sa tête. Netanyahou, au passage, que pensez-vous l'analyse qui dit que la frappe, notamment de lundi à Damas, est aussi une façon de décentrer l'attention sur les critiques qu'il a dans son propre pays, sur son incapacité à mener cette guerre et surtout à terminer cette guerre. Exactement, c'est une façon de sortir de Gaza, de rentrer dans un champ régional. C'est vrai aussi qu'il y a une attente d'une partie importante de la société israélienne par rapport au Hezbollah. Une attente qui consiste à dire on ne peut pas, à chaque alerte, quitter notre foyer. Je parle de tous les habitants du Nord. Ils sont quand même 60 à 80 000 qui ne vivent plus chez eux depuis le 8 octobre. Donc, il y a une volonté de régler la question du Hezbollah. Mais le problème, c'est que c'est une illusion de penser qu'on peut régler la question du Hezbollah par... Comme celle de régler la question du Hamas. Exactement. Le Hezbollah, c'est comme le Hamas, c'est devenu une idée. Ouais. Et c'est devenu une population. On ne peut pas éradiquer une population, on ne peut pas tuer une idée. Vous l'avez évoqué à l'instant, la réaction du Hezbollah depuis le 7 octobre et à l'image de la réaction du grand frère iranien. On va qualifier la relation dans un instant, mais l'un des gardiens de la révolution qui a été tué lundi était un pivot essentiel dans la relation entre l'Iran et le Hezbollah. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et si l'Iran, vous l'avez dit tout à l'heure, si l'Iran ne veut pas d'escalade pour le moment, c'est parce que la focale iranienne est sur un tout autre sujet en réalité, celui de la bombe atomique. Celui de la bombe atomique, celui d'une opinion intérieure qui n'est pas forcément très en phase avec ses dirigeants. Les Iraniens ils se sont soulevés, il faut se souvenir, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, le régime on a quelque chose à faire de son opinion publique aujourd'hui ? Oui. Le régime n'a pas envie de mener une guerre avec une population qui, en tout cas, pour au moins la moitié d'entre elles, veut sa chute. Le régime n'a pas envie de mener une guerre alors que ses installations pétrolières sont dans un état déplorable et que ses recettes sont au plus bas. Donc, parce qu'il sait très bien qu'il aura beaucoup de mal à se relever de ça et que l'après-guerre sera terrible et que des forces hostiles en profiteront de son affaiblissement. Donc, c'est pas le bon moment, non. Et le bouclier que propose le Hezbollah jusqu'ici est aussi une façon pour le régime iranien de continuer à gagner du temps et pendant ce temps gagné à bosser dans Exactement, vous avez tout compris. Le Hezbollah est une sorte de bouclier de l'Iran pour dissuader Israël
de frapper l'Iran et notamment ses installations nucléaires. Après, les dirigeants israéliens, et pas seulement Netanyahou, mais les dirigeants militaires israéliens veulent sortir de ça. Ils en ont marre parce qu'ils ont l'impression d'être pris en otage, d'une certaine manière. Et puis l'Iran a dans sa sacoche, et ça, c'est quelque chose de très important depuis le 7 octobre dernier, d'autres proxys qui sont montés en puissance, et vous consacrez une partie de votre ouvrage à ces rebelles houthis du Yémen qui ont montré une capacité de nuisance extrêmement forte en quelques mois. Exactement. L'Iran, en fait, il est champion dans le fait de mener une guerre par l'intermédiaire des autres, sans entrer en conflit frontal. Et je pense que c'est ça qu'Israël a voulu faire payer en frappant le consulat iranien à Damas, en disant « Vous voulez nous chercher, nous sommes là. Et nous, on sait qui est la tête du serpent, comme on dit. Qui est le cerveau de ces attaques multiples qui viennent parfois d'Irak. Il faut savoir que 2 jours avant cette frappe israélienne à Damas, il y a eu un drone parti d'Irak, donc d'un groupe chiite pro-iranien, et qui est allé frapper la base navale d'Eilat en Israël. Sans faire des dégâts terribles, mais c'était là aussi une nouveauté. Donc vous avez tous ces proxys, les Houthis, les milices chiites irakiennes, le Hezbollah, qui sont capables de harceler Israël en permanence et d'entretenir un sentiment d'insécurité permanent. Pour revenir au Hezbollah, qui est le propos de votre livre, géopolitique du Hezbollah au PUF, on le rappelle, pour comprendre comment on en est arrivé à ce degré de puissance, il faut faire un retour 40 ans en arrière. La naissance du Hezbollah, qui est due à 2 événements pas concomitants, mais qui se déroulent dans un même mouvement de l'histoire, la révolution islamique iranienne et l'invasion israélienne du Liban. C'est ça le creuset, et qui est le nœud névralgique de la naissance du Hezbollah. Oui, c'est vraiment la volonté de la République islamique, de la toute jeune République islamique, d'exporter sa révolution. Et même, au départ, en fait, les gardiens de la révolution iranienne avaient songé envoyer un contingent pour combattre Israël au Liban. Et puis, arrivé en Syrie, d'abord les Syriens n'étaient pas très chauds, ça a beau être des alliés, ils trouvaient qu'il y avait assez de protagonistes comme ça au Liban. Et deuxièmement, les Iraniens ont compris que la bataille était déjà perdue, que Israël avait envahi le Liban et que c'était pas la peine de mener une guerre perdue d'avance. Mais là a germé une nouvelle idée dans la tête des dirigeants iraniens, et c'est vraiment dans la tête des dirigeants iraniens, c'est pourquoi pas former des jeunes Libanais chiites qui ont étudié la religion, qui sont acquis aux idées de Khomeini et à ses principes religieux, pourquoi pas les former pour devenir notre avant-garde là-bas. Et c'est parmi ces 200-300 hommes, 2-3 000 qui ont été formés durant le premier été 1982, il y avait un certain Hassan Nasrallah. Il y avait un certain Abbas Moussaoui. Tous les deux, il y avait évidemment aussi Sobri El Toufaili. Donc tous ces gens sont devenus secrétaires généraux du Hezbollah, qui est devenu une formidable puissance 40 ans plus tard. Mais qui aurait imaginé un tel succès ? Et c'est dans la lecture de ce moment-là, 82, invasion israélienne, que puise vraiment cette idée revendiquée toujours aujourd'hui par les Hezbollah, qui est celle de résistance. Oui, l'idée, c'est de résister. Alors, au début, c'était de résister à l'occupation israélienne du Liban, tout court, puis l'occupation israélienne du sud Liban. Alors maintenant... Voilà, d'où la question aujourd'hui, résister à quoi ? En fait, résister à l'ordre israélien régional, à résister à l'ordre mondial américain. Donc, il y a vraiment cette idée originelle de... Grand Satan, petit Satan. Grand Satan étant les États-Unis, petit Satan étant Israël. Et cette reprise de la logorée et de la rhétorique
de la révolution islamique iranienne, qui consiste à combattre l'Occident, le capitalisme, le libéralisme et l'impérialisme. Le premier manifeste politique du Hezbollah date de 1985. Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la colonne vertébrale idéologique aujourd'hui du Hezbollah et est-ce qu'elle est très différente aujourd'hui de celle qu'elle était il y a 40 ans? Alors, elle a évolué quand même. C'est-à-dire que ce qui était... le Hezbollah mettait beaucoup l'accent en 1985 sur sa volonté d'instaurer un État islamique. Aujourd'hui, le Hezbollah, il a clairement accepté l'État multiconfessionnel au Liban. Il a accepté la démocratie libanaise. Sans y renoncer officiellement dans ces textes. Alors, il y a une nouvelle charte qui remonte, je crois, aux années 2010. Mais effectivement, ce n'est plus un objectif qui est mis en avant, du moins de manière aussi pressante. Il continue à dire qu'il voudrait dépasser le confessionnalisme, mais tous les Libanais disent qu'il faut dépasser le confessionnalisme, que c'est un système mortel pour la démocratie libanaise, etc. Et en fait, le Hezbollah, comme les autres, s'en accommode très bien. Donc, ce n'est plus un parti révolutionnaire. En revanche, cela reste un parti, effectivement, de résistance à Israël et à l'Occident. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, qu'un certain nombre de Libanais le traitent de parti de l'étranger. Qui ne serait pas assez centré sur la politique quotidienne libanaise, mais qui serait plus intéressé par par les objectifs stratégiques et les objectifs stratégiques de la République islamique d'Iran, et pas forcément du Liban. Alors justement, comment est-ce que vous qualifieriez le lien avec l'Iran aujourd'hui? Est-ce que Hezbollah et régime iranien sont alliés? Est-ce que le Hezbollah est un vassal? Est-ce que c'est un petit frère? Est-ce que c'est le fils? C'est le fils de l'Iran. Qui a juré fidélité éternelle. Oui. L'Iran entraîne, arme, finance aujourd'hui le Hezbollah? Oui, toujours, mais même le Hezbollah entraîne, arme et finance d'autres groupes pour le compte de l'Iran. C'est-à-dire les Houthis ont été entraînés par le Hezbollah, armés par l'Iran et formés à l'image de... Je veux dire, c'est une telle réussite, le Hezbollah, que l'Iran a voulu l'exporter. Alors, il l'a proposé un peu aux Houthis, qui n'ont pas forcément besoin... étant donné le contexte très particulier qu'est le Yémen, mais c'est un modèle qui a été exporté en Irak avec succès. Vous regardez les milices chiites, ce sont des milices au début, et puis en fait elles sont devenues des partis, et ce sont des partis qui dominent la vie politique irakienne aujourd'hui, et qui en fait sont le relais de l'influence iranienne en Irak, ce qui énerve une bonne partie des Irakiens. Sur le financement iranien du Hezbollah, on entend à peu près tous les chiffres, impossible de savoir vraiment. 100 millions, 200 millions. Aujourd'hui, c'est difficile, mais il y a un chiffre qui était communément admis, ça a été pendant longtemps 200 millions par an. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile parce que les finances iraniennes vont mal, que le Hezbollah a ses propres sources de financement, la drogue, le Captagon. La drogue, c'est important, on va y revenir dans un instant. Ouais. Oui, tout à fait. Les dons aussi des communautés libanaises chiites à l'étranger, en Afrique, en Amérique latine. Cette manne de la drogue, avec c'est le Hezbollah qui s'est quasiment transformé en cartel, notamment via l'Amérique du Sud, c'est ça, c'est une manne importante. Il y a plusieurs voies pour la drogue. Il y a effectivement la voie sud-américaine où il y a eu, on le sait à travers des enquêtes qu'a mené la DEA américaine, il y a eu des membres du Hezbollah qui ont trempé dans des trafics de drogue à destination du Moyen-Orient et donc qui étaient là pour remplir les caisses du Hezbollah. Ça a servi aussi au blanchiment de ces finances. Et puis, je pense que depuis l'essor de cette fameuse drogue en Syrie qu'on appelle le Captagon, le Hezbollah a ses propres laboratoires. En fait, toute la Syrie est devenue un immense laboratoire de Captagon. Il y a le régime qui en fait, mais il n'y a pas que le régime. Le Hezbollah en fabrique aussi et il en exporte vers les pays du Golfe pour en tirer de substantiels revenus. Sachant que le Hezbollah, bien sûr, s'en défend en disant, vous imaginez bien que notre religion nous l'interdit. La pureté religieuse veut qu'il ne touche pas à ce genre de choses. Qui est le patron du Hezbollah aujourd'hui? Est-ce que c'est Hassan Nasrallah ou le guide suprême iranien? Alors,
non, le patron, celui qui dirige au jour le jour, qui donne les ordres, qui s'occupe de tout, c'est Hassan Nasrallah. Après, au-dessus, il a son guide, son référent, mais c'est pas le guide iranien qui va lui dire fais ci, fais ça tous les jours. C'est pas lui qui va lui dire quoi faire dans la politique libanaise, par exemple. Le Hezbollah est assez grand pour se débrouiller. En revanche, si c'est le guide qui décide qui et comment on va répliquer à la frappe israélienne sur le consulat iranien. C'est lui qui va décider si c'est le Hezbollah qui s'en occupe ou si c'est l'Iran qui s'en occupe. Longévité exceptionnelle d'Hassan Nasrallah, qui était aux manettes depuis... Il est arrivé à moins de 30 ans au poste de 1992. 92, c'est ça. Et en fait, il succédait à son mentor et ami Abbas Moussaoui, qui a été tué au bout d'un an. Donc, vous imaginez que rester en vie à la tête d'une telle organisation qui est franchement l'ennemi numéro 1 d'Israël aujourd'hui, qu'il n'ait jamais été tué est une prouesse à ce stade. Une prouesse, effectivement, en termes de mesures de sécurité. Ouais. Là, un mot sur, vous l'avez évoqué rapidement, mais sur la qualification, c'est intéressant, de la relation avec le Hamas. Pareil, allié. Le Hamas, cousin. oui, est un allié, est un cousin. On ne va pas se sacrifier pour lui. En revanche, et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que le Hamas ait prévenu le Hezbollah, ni les Iraniens, de la tenue tel jour, telle date, à telle heure de son opération. Autour du 7 octobre, il avait été question que, soi-disant, l'opération avait pu être préparée via à Beyrouth, le Liban. Oui. Moi, j'y Vous n'y crois croyez pas. pas ? Je pense que, chacun a aidé l'autre dans la mesure du possible, mais chacun n'a pas tenu l'autre dans le secret de ses opérations, d'autant que je soupçonne le Hamas de s'être inspiré d'entraînement que le Hezbollah avait mené au grand jour pour montrer qu'il était capable de franchir la frontière avec Israël et de l'avoir adapté et utilisé sans forcément prévenir le Hezbollah. Donc ce qui expliquerait aussi une forme de retenue pendant les jours qui ont suivi, c'est-à-dire le choix du timing n'était pas le nôtre, vous nous avez piqué notre idée, bon, on va être solidaire, mais on va pas non plus se jeter à corps perdu dans une guerre que nous n'avons pas décidée. Vous le disiez tout à l'heure, le Hezbollah incarne le front du refus à Israël, le refus de la normalisation qui avait été engagé par l'État hébreu avant le 7 octobre et que la guerre a stoppé. Et ça lui fait bénéficier d'un soutien réel dans les opinions publiques arabes ? Oui, disons que l'option incarnée par le Hezbollah est mise en discours de manière assez talentueuse par Hassan Nasrallah, parce qu'il fait des discours, il en fait énormément, et il tient son auditoire sous son charme. Son auditoire, effectivement, il ne se limite pas au Liban, il est arabe. Et le Hezbollah a un peu redoré son blason après avoir, après avoir perdu quand même un peu en popularité pour avoir défendu le régime d'Assad et sauvé la vie d'Assad, qui n'était pas très populaire dans le monde arabe sunnite. Donc là, son positionnement qui consiste à dire non à Israël, nous ne serons les derniers à normaliser, nous ne normaliserons jamais, rencontre une sympathie dans une partie, en tout cas importante, de l'opinion arabe. Je ne vais pas dire toutes les opinions. Et au Liban ? Au Liban, il y a si vous dites, comment dire, parce qu'il y a quand même eu l'assassinat de Hariri, l'explosion du port de Beyrouth. Oui, mais en fait, le Liban, on va dire, c'est 3 tiers. Les chiites, les sunnites, les chrétiens. Le tiers chiite est entièrement acquis au Hezbollah. Chez les sunnites, il y a assez peu de supporters du Hezbollah. Supporter est un grand mot, mais il y a des gens qui sont pour un compromis. Il y a des gens qui sont avec qui le Hezbollah travaille. Notamment, je pense à Najib Mikati, qui était un Premier ministre tout à fait acceptable pour le Hezbollah. Quant au camp chrétien, il est complètement divisé en deux. En tout cas, ces 15 dernières années, il a été complètement divisé en deux entre les pro-Hezbollah, qui étaient globalement les supporters d'Aoun, et les anti-Hezbollah, qui étaient tous les autres, pour résumer. Donc, vous voyez... d'une certaine manière, le Hezbollah contrôle plus que 50% de la scène politique libanaise. Et
même si beaucoup de Libanais ne sont pas d'accord avec le fait qu'il s'arroge droit de vie et de mort sur le Liban, ils le soutiennent lorsqu'on est dans le cadre d'une confrontation avec Israël, et ils pensent que de toute façon c'est un mal nécessaire. Droit de vie et de mort sur les Libanais. Votre livre d'ailleurs est dédié à un journaliste assassiné par le Hezbollah. Merci beaucoup, Christophe Ayad, d'être venu ce matin sur le plateau de Parlons-en. Géopolitique du Hezbollah au PUF, c'est passionnant. Je vous invite vraiment à le lire. Ça sort ces jours-ci. Merci infiniment. La suite de Parlons-en, c'est tout de suite après la pause.